quoi de mieux pendant cette période de froid et de confinement que de voyager un peu? Et aujourd'hui, on va voyager dans les îles et plus spécifiquement à Cuba. Ah, Cuba, la Havane avec ses architectures colorées, ses fameux cigares, ses belles plages et ses maux de tête, ses nausées, ses vomissements. Ah oui, je vous ai pas raconté? Bah installez-vous et je vais vous parler du syndrome de la Havane, une pathologie qui a touché en 2016 des habitants de la Havane. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos sur des cas médicaux rares et insolites. Allez, vamos! Alors, le syndrome de la Havane, c'est quoi? Alors, tout démarre en 2016, lorsqu'une vingtaine d'employés américains en poste à la Havane, et plus particulièrement à l'ambassade américaine, se plaignent d'avoir des maux de tête, des vertiges, des troubles de l'audition, de la vision, du sommeil et de l'humeur. Ça fait beaucoup, quand même. Sentant qu'on touche à ses compatriotes, l'État américain se penche sur l'affaire en 2017. Et qu'est-ce qui se passe quand on embête les Américains? Non, je déconne, ils ont juste rapatrié les types. Mais un an plus tard quand même, pas trop pressé les types, hein. Le secrétaire d'État américain de l'époque parle alors d'une attaque ciblant la santé du personnel de l'ambassade, ainsi que dans des hôtels fréquentés par des citoyens américains. Dans le même temps, on suspend la distribution des visas américains à Cuba, les déplacements des responsables gouvernementaux américains à Cuba sont limités, donc ça commence à prendre de l'ampleur et une enquête est ouverte. Donc reprenons. 21 personnes de nationalité américaine travaillent toutes au même endroit, dans le même bâtiment, à l'ambassade américaine à La Havane, et se plaignent toutes des mêmes symptômes depuis le même moment, fin 2016, et sont finalement rapatriées aux États-Unis en 2017. Des tests médicaux sont alors réalisés sur 21 individus concernés, 11 femmes et 10 hommes pour être précis, d'âge moyen de 43 ans, à qui on fait notamment des IRM sur le cerveau. Et les résultats sont les suivants. 18 sur les 21 rapportent avoir entendu un son au moment du début des troubles, lorsqu'elles étaient dans leur chambre ou leur domicile. Le son est décrit comme très fort avec une tonalité pure et soutenue. 16 personnes déclarent le son comme aigu, alors que 2 le décrivent comme grave. Les sujets parlent d'un bourdonnement, d'un grincement métallique ou d'un crissement perçant. La moitié des individus décrivent le son comme étant directionnel, c'est-à-dire qu'il venait d'une direction hyper spécifique, mais les personnes ont du mal à définir l'intensité et la durée du son. Certains expliquent qu'il a duré quelques secondes et d'autres expliquent qu'il a duré une trentaine de minutes. C'est quand même embêtant puisque ça concorde pas vraiment quoi. 20 personnes sur les 21 ont rapporté avoir eu des symptômes neurologiques immédiatement après l'apparition de ce son, à savoir des problèmes cognitifs, neurocomportementaux, des troubles de l'humeur et des symptômes physiques. 17 personnes ont rapporté avoir eu des problèmes de mémoire, l'impression d'être dans le brouillard et des difficultés de concentration. Ils se sentaient irritables, nerveux, émotifs ou tristes. 6 d'entre eux diront que leurs supérieurs hiérarchiques ou les proches ont remarqué un changement de comportement. 16 personnes sur les 21 évoquaient aussi des difficultés pour lire et d'avoir une sensibilité à la lumière. 18 disent avoir eu des troubles du sommeil par la suite. 3 mois après les faits, 16 d'entre eux rapportent encore avoir des maux de tête depuis l'incident. Bon alors ok, tout le monde est dans le dur, mais qu'est-ce que les examens médicaux montrent vraiment? Les IRM ne donnent rien dans un premier temps car aucun caractère anormal n'est noté. Et c'est pas mal embêtant puisque c'était le meilleur coup à jouer. Les médecins commencent alors à évoquer plusieurs pistes. La première hypothèse, ce serait une lésion cérébrale due à un traumatisme crânien. Ce qui pourrait expliquer tous les symptômes, mais ça colle pas car les symptômes présentés par les Américains en poste à la Havane sont tout de même différents de ceux observés chez les personnes souffrant de contusions, et ça a duré pendant des mois suite à l'apparition de ce fameux bruit, ce qui est rarement le cas lors d'une contusion légère. Pour la deuxième hypothèse, on va se repencher sur le bruit, et se demander si ça a vraiment un lien avec les symptômes observés. Eh bien, les médecins l'ignorent en réalité, car les sons audibles pour l'homme sont situés entre 20 et 20 000 Hz, et c'est pas suffisant pour provoquer une atteinte permanente du système nerveux central. Pour la troisième hypothèse, les médecins se posent la question bête et simple de si les personnes n'ont pas juste simulé des symptômes. En gros, un cas de simulation globale où un a dit aux autres « Ah, I have mal à la tête » et l'autre a dit « Yes, me too ». Mais cette hypothèse n'est pas possible non plus. Les médecins indiquent qu'il était impossible que les anomalies lors des tests soient simulées de façon consciente ou inconsciente. Et en plus de ça, les participants témoignaient de beaucoup d'implication et de motivation lors des tests, donc c'était impossible que ce soit fake. La quatrième hypothèse serait celle d'un agent chimique qui a touché tous les individus. Le problème, c'est que les médecins doutent qu'un agent chimique ait pu produire des manifestations neurologiques en l'absence d'une autre atteinte organique. En gros, ça aurait dû faire déconner plein d'autres trucs chez les personnes, et c'est pas le cas. Et la cinquième hypothèse serait celle du virus Zika. C'est une maladie transmissible par les moustiques qui a touché fortement Cuba entre 2016 et 2017. Même si la maladie n'est pas à l'origine des maux subis par la vingtaine d'Américains, les soupçons se portent sur les insecticides qui ont été utilisés contre les dits moustiques. Mais là encore, la piste n'est pas claire et on peut en déduire aucune conclusion. Et alors, quel bilan on tire de toute cette affaire et quelle est la piste la plus probable? Eh ben, l'enquête semble toujours en cours plus de 3 ans après les faits, et jusqu'à présent, la cause retenue ce serait des micro-ondes. Fin 2020, un comité de médecins et de scientifiques ont publié un rapport dont la conclusion est la suivante.
Dans l'ensemble, l'énergie radiofréquence pulsée dirigée semble être le mécanisme le plus plausible pour expliquer ces cas parmi ceux que le comité a examinés. En gros, tous les symptômes présents chez les individus se rapprochent de ceux qu'on observe chez les gens qui sont exposés à des micro-ondes hyper puissantes canalisées sur ces gens. Le seul problème qui reste, et non des moindres, c'est qu'on ignore d'où venaient ces ondes ou comment elles ont pu atteindre les victimes. Et pour ce qui est des autres impacts de toute cette histoire, le gouvernement américain a accusé le gouvernement cubain d'avoir perpétré des attaques sur ses employés. Et au passage, ils ont aussi accusé les Russes d'être responsables parce que pendant la guerre froide, les Russes avaient déjà procédé au même coup en utilisant une arme qui utilisait des ondes pour flinguer le cerveau des employés de l'ambassade américaine à Moscou. Ah, et il y a aussi eu des cas similaires à l'ambassade américaine de Chine depuis 2018. Du coup, les Américains accusent tout le monde et cherchent encore un coupable, le gouvernement cubain dit qu'il n'a rien fait et que les Américains ont menti sur les rapports, le Canada s'implique et veut aussi des explications car des Canadiens étaient présents en 2017 dans l'ambassade américaine, la Chine dit qu'elle n'y est pour rien et les Russes s'en battent les couilles. Donc la prochaine fois que vous irez à Cuba, évitez de passer à la Havane et surtout à l'ambassade américaine, ça vous évitera d'avoir une migraine qui dure un an et de déclencher des conflits géopolitiques. Merci à tous d'avoir suivi ce cas médical surprenant, à bientôt et prenez soin de vous.